Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Patrice? Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de désapprendre. Désapprendre comme une nécessité pour essayer de progresser. Je vous branche rapidement le support que je vais vous partager. C'est en fait le chapitre 2 de la réflexion que j'avais commencé devant vous sur la formation continue de l'entrepreneur. Je vous en avais déjà parlé, se former quand on est entrepreneur est nécessaire. C'est un sujet incontournable. Je vous avais partagé cette formule que j'aime bien, Work is learning and learning is the work. Harold Jarch, blog fabuleux, beaucoup d'insights. C'est fondamental de se former. C'est fondamental de se former aussi parce que il faut être en cohérence avec ce qu'on déploie pour ses équipes, la formation, les efforts de formation qu'on leur apporte, et aussi par rapport à ce que vous leur demandez. Vous leur demandez de se former et c'est important. On n'insistera jamais trop là-dessus. C'est à la fois une nécessité personnelle et un enjeu de management. C'est important parce que c'est un facteur de résilience. Vous le savez, l'amélioration continue, le fait de progresser, le fait d'avoir un nouveau problème suppose en permanence de réfléchir, prendre de la hauteur et du recul. C'est pour ça que vous nous appelez comme conseiller de confiance. Mais c'est aussi pour ça que dans votre entreprise, vous devez allumer des boucles d'apprentissage, des boucles de formation. C'est particulièrement vrai quand les choses sont complexes, quand rien ne va. Dans des moments difficiles, il faut essayer de guider l'action, et une bonne façon de guider l'action en incertitude, c'est de contribuer à ce que le sens soit partagé et qu'il émerge des interactions de tout le monde. La formation aide à ça, c'est absolument évident. Apprendre, bien sûr, donc, mais aussi apprendre à désapprendre. Et ça, c'est beaucoup moins facile. Et je vous propose d'écouter cet homme, Richard Feynman, qui souligne un truc important. Nous sommes tous guettés, pardon, par une illusion de connaissance, une illusion de contrôle. Feynman rappelle une chose, c'est que il ne faut pas se mentir, et on est la personne la plus facile à duper. On vous en parle souvent. Il faut être au clair sur soi, il faut être suffisamment lucide et en vérité sur notre action. Ça n'a rien de simple, la tentation parfois c'est de se mentir. Et le drame, c'est que nous sommes les premiers à croire à nos mensonges, encore plus que nos équipes. D'ailleurs, nos équipes indulgentes, de temps en temps, oublient de souligner nos incohérences, nos pas de côté, nos aveuglements, les angles morts. Richard Feynman, vous le connaissez probablement, physicien américain, il a eu un prix Nobel. Je l'aime beaucoup parce qu'il a eu le don de proposer une technique d'apprentissage qui est devenue la méthode Feynman. L'idée derrière, c'est pour bien maîtriser un sujet, mettez-vous en position de l'enseigner. Mettez-vous en position de l'enseigner de la façon la plus accessible, la plus simple possible. On retient souvent de Feynman qu'il recommande de savoir expliquer un concept ardu à des enfants de 5 ans et par cet effort de réaliser nos lacunes, affiner notre compréhension, mais en affinant nos lacunes, nos compréhensions et la façon de communiquer cette complexité, on renforce notre apprentissage et c'est la meilleure des façons de vérifier ça. Aujourd'hui, je vous propose donc de réfléchir à comment désapprendre, ou dit autrement, comment à mieux penser, en faisant justement attention à ce que nous ne savons pas, en faisant l'effort de découvrir ce que nous ne savons pas. Et je vais partir de la lecture de ce bouquin d'Adam Grant. Il doit avoir 2 ans, 1, 2, 3 ans peut-être. Ce bouquin s'appelle Think Again. Vous retrouverez tout seul le nom en français. Adam Grant est un personnage assez intrigant. Je le suis depuis très longtemps. Je le lis depuis le début des années 2000. C'est un psychologue du travail et des organisations. Il est prof à Wharton et il a toujours une façon assez percutante de nous obliger à penser contre nous-mêmes. Euh, je ne résiste pas.
Vous savez que j'aime Daniel Kahneman. Vous voyez en haut à droite que même Daniel Kahneman trouve que Adam Grant dit des trucs intelligents. Euh, Wonderful, guaranteed to make you rethink your opinions. Et c'est ça le sujet. Un des points majeurs que propose Adam Grant dans ce bouquin et sur lequel je vais m'appuyer, c'est il est nécessaire de se détacher pour désapprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Grant définit l'attachement comme ce qui nous empêche de reconnaître que nos opinions sont à côté de la plaque et ce qui nous empêche de les reconsidérer. C'est absolument essentiel. Deux détachements sont nécessaires selon Adam Grant. Le premier, détacher le présent du passé. C'est cette phrase que vous avez entendue en investissement, les performances du passé ne préjugent en rien des performances futures. C'est quelque chose de plus subtil, Kahneman aime beaucoup ça. Euh, Penser la nouveauté, c'est difficile avec nos habitudes anciennes. Ou plutôt, il y a des moments où tout ce que nous savons instinctivement n'est plus adapté parce que le cadre a changé. Dans Système 1, Système 2, on vous recommande de réfléchir à ce qui n'est plus comme avant de décider. C'est exactement ça, détacher le présent du passé. Adam Grant rajoute une dimension un peu compliquée, détacher ses opinions de son identité. C'est un truc extrêmement puissant, mais c'est quelque chose de terriblement ardu. Autant l'identité est stable, globalement stable, autant nos opinions peuvent fluctuer. Et le piège, c'est dès lors que nous croyons que nos opinions forment notre identité. Ce que propose Kahneman, au fond, ce que propose, pardon, Adam Grant, mais ça se rapproche des idées de Kahneman, c'est de dépasser nos croyances, en tout cas de les revisiter, de les confronter à la réalité, de façon à mieux apprendre. Pas simple, allez-vous me dire, et vous aurez raison. Et c'est pour ça qu'on va partir d'une des propositions qui émerge d'un des constats qui émergent de ce livre. Adam Grant partage les résultats d'une étude vraiment intéressante sur les drivers de la performance. L'un des drivers identifiés est la place des conflits dans les équipes. Deux types de conflits essentiellement, conflit relationnel d'un côté, conflit opérationnel de l'autre. Il ressort de ces études que les équipes les moins performantes sont celles qui sont le plus marquées par des conflits relationnels, et notamment au début. L'analyse, c'est que ces conflits opérationnels, qui sont souvent des conflits d'identité, le confrontation d'identité débouchant sur des conflits relationnels, ne facilitent pas le travail sur les problèmes. D'ailleurs, dans un premier temps, ça reporte la qualité des débats opérationnels. Les reportant, ça conduit à des échecs ou à des sous-performances parce qu'on a adressé trop tard les sujets trop importants. Dit autrement, les conflits relationnels nuisent aux remises en cause opérationnelles. Ce faisant, elles repoussent ces mêmes discussions opérationnelles et sont des facteurs de sous-performance. À l'inverse, il y a des groupes dans lesquels on observe au début une dominante de conflits opérationnels. Et ces groupes ont une performance de long terme très supérieure, très très supérieure. L'analyse, c'est que à force de laisser émerger des optiques concurrentes, elles favorisent une confrontation sur les problèmes, sur les résolutions, sur les problèmes opérationnels. Ce faisant, elles permettent de progresser. Et ceci est vrai en dépit des éventuels sujets relationnels, des éventuels conflits relationnels. C'est tellement efficace que on voit le nombre de conflits diminuer avec la résolution des problèmes, mais pas pour autant s'arrêter. Souvenez-vous de la théorie des contraintes. Une fois que j'ai fait sauter un problème, rassurez-vous, il y en aura un nouveau. Et les conflits opérationnels redémarreront. À nouveau en synthèse, les conflits opérationnels favorisent les optiques concurrentes et ce faisant nourrissent la performance. C'est pour ça que je vais vous proposer trois pistes pour mieux désapprendre. La première, directement tirée d'Adam Grant, et les deux autres un peu décalées. La première, c'est favoriser la confrontation opérationnelle, la nourrir de façon très méthodique. La deuxième, repartir sur le terrain. Le Gemba en ligne, repartir sur le terrain parce que c'est là que tout joue. Et la troisième, trouver des voies pour dépasser un conflit relationnel. Lors de la première chronique, je vous avais parlé du PKM, Personal Knowledge Management, toujours Harold Jarch.
Cette idée de penser ensemble comme premier moteur de formation. Comme premier moteur de formation, certes, mais aussi comme premier moteur pour comprendre ce que je ne sais pas, pour désapprendre. C'est exactement ça. Désapprendre en pensant ensemble. Alors la première chose, c'est de se mettre à l'écoute des frères Wright, Orville et Wilbur. Vous les connaissez, pionniers de l'aviation, autant constructeurs que pilotes, des ingénieurs un peu fous comme il en existait à l'époque. Une chose frappante, c'est que les frères Wright disaient penser ensemble. En fait, ils se disputaient. Leurs disputes étaient des moyens de progresser dans leur compréhension. Ça venait d'une tradition familiale du débat, de la confrontation intellectuelle, dans un cadre contrôlé. Leurs disputes peuvent durer très longtemps, des jours, des semaines, à la fois par plaisir et par désir de progresser. Alors qu'en tirer? Que l'apprentissage passe par la remise en question, la confrontation aux visions opérationnelles des autres. Le simple fait de savoir que l'on ne sait pas ouvre un champ de possibles et nous rend plus sensibles aux voies que les autres seraient prêts à suivre. Tout ceci ne marche que avec une sécurité psychologique et un sens de la responsabilité des différentes personnes autour du débat opérationnel. Ce que propose Adam Grant, c'est de s'entourer de généreux désagréables. Pourquoi? Parce que les généreux désagréables sont les meilleurs critiques. Sont les meilleurs critiques des options sur le problème. Sont des gens qui veulent renforcer, améliorer le travail et non pas renforcer leur ego. Ils ne critiquent pas par sentiment d'insécurité, mais par désir de progresser. Entourez-vous de ces généreux désagréables parce qu'ils vont vous aider à creuser les problèmes. La deuxième piste, c'est repartir sur le terrain. Et c'est une chronique que je ne vais pas refaire, c'est celle sur la logique 4C, 4D, synthétisée dans le petit livre qui se trouve sur votre droite, écrit par Michael Ballet, Godefroy Beauvalet et Sandra Olivencia, Réussir ses décisions stratégiques. Toujours le même sujet. Partir à la recherche du problème. Et la recherche du problème, ben, c'est dans le lieu de son expression. Le problème, sur le terrain, là où il s'exprime, pour comprendre au plus près du réel. Ce faisant, on se confronte à la partie du problème qu'on ne maîtrise pas. On évite les personnes trop perchées, les personnes qui enjambent les problèmes, en évitant de se confronter à la réalité, les gens qui décident dans leur bureau. Voilà. Se confronter à la partie du problème que nous ne maîtrisons pas, idéalement à plusieurs, c'est encore plus efficace, en allant sur le terrain. Tout ça permettra de cadrer l'intention et d'aligner les gens dans la compréhension du problème, et ça facilitera l'émergence des solutions. Mais je ne vais pas reparler de tout ça, on en a déjà parlé dans une chronique précédente à laquelle je vous renvoie. Le plus ardu, c'est cette piste-là, dépasser les conflits relationnels. Et là aussi, je vais faire écho à une ancienne critique, mais je vais rester un petit peu plus longtemps sur le sujet. C'est l'idée de l'intelligence des acteurs, un sujet dont j'ai déjà parlé avec vous. Je vous renvoie aux écrits de Michel Crozier, aux écrits de François Dupuis et de bien d'autres, mais c'est cela qui permettent de parler le mieux du sujet. C'est quoi l'intelligence des acteurs? C'est l'idée selon laquelle nous devons nous arrêter face à des comportements que nous ne comprenons pas. Parfois, des personnes nous semblent agir de façon sotte ou intentionnellement contre nous. Et c'est une erreur de trop vite se dire qu'ils sont sots et mal intentionnés. Justement, prendre le temps de chercher à comprendre ce qui se joue. C'est une chose à laquelle je pousse beaucoup mes clients et ça amène à révéler des angles morts extrêmement importants. Et ces angles morts révèlent souvent des problèmes opérationnels cachés qui, tant qu'on ne les a pas résolus, feront que nous serons en train de nous battre sur des conflits relationnels. Pour le dire un peu plus longuement, l'intelligence des acteurs, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à agir de façon cohérente dans le contexte qui est le sien, quand bien même je ne le comprends pas. Un comportement que je ne comprends pas, en effet, s'explique peut-être par des éléments que je rate. Dès lors, le sujet, c'est face à tout comportement qui nous paraît absurde, de chercher la rationalité derrière. C'est-à-dire de chercher à comprendre quelle serait la bonne raison pour laquelle cette personne ne se comporte pas conformément à mes attentes.
Et souvent, quand on ne trouve que l'autre ne se comporte pas conformément à mes attentes, en miroir, la personne est déçue de notre comportement, et du coup, on bascule sur du conflit relationnel. C'est devenu un mème dans l'interaction avec mes clients. Machin est un imbécile. Ah, machin est un imbécile. Oui, enfin non, c'est pas un imbécile. Il a jamais été un imbécile, mais là, il se comporte comme un imbécile. Ah, oui, non, enfin, tu as raison. Ouais, non, c'est pas un imbécile, mais je comprends pas son attitude. Ah, et voyez, vous n'avez rien à faire que d'autre que dire ah avec un point d'interrogation à la fin, très explicite. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, ça oblige à se poser la question du jeu qui est le leur. C'est-à-dire, quelles sont les contraintes auxquelles ils sont soumis? Dans quel système ils sont immergés? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs limites? Quelle information manque? Avec qui ils sont en relation? Quel jeu de pouvoir avec ceux avec qui ils sont en relation? Cette connaissance du contexte et des enjeux des personnes avec qui je m'approche, en fait, ont un mérite, c'est qu'ils permettent de dépasser le conflit relationnel, ou en tout cas de se mettre sur le chemin de comprendre s'il y a un conflit opérationnel derrière. C'était le cas avec un client. Il était effaré de l'attitude de sa cliente et il a mis du temps à comprendre qu'elle était coincée dans un jeu du fait de ses équipes. Et tant qu'il n'a pas résolu le problème du jeu dans les équipes, sa cliente n'a pas pu décaler le regard et n'a pas pu collaborer. Voilà. L'intelligence des acteurs pour revenir à un conflit opérationnel, ou plutôt pour dépasser un conflit relationnel. Que retenir de tout ça? Au fond, un truc que vous connaissez. On tend à parler de la connaissance comme étant quelque chose de l'ordre de la compétence et de l'incompétence, drivé par ce dont on est conscient et ce dont on est inconscient. Il y a des choses que je sais ne pas savoir, c'est l'incompétence, pardon, consciente. Dès lors que je sais que je ne sais pas quelque chose, il me faut me former. Pour atteindre le stade de la compétence consciente, je sais que je sais. Et si vous faites ça très très bien, ça s'enfouit, ça devient un savoir tacite, vous ne savez même plus que vous le savez, vous ne savez plus comment vous conduisez, mais vous savez conduire. Ce que je vous propose dans cette deuxième étape, dans ce deuxième chapitre de la formation continue, c'est de faire un focus sur cette incompétence inconsciente, sur ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Parce que c'est là que se jouent beaucoup de choses dans la progression et beaucoup de choses dans la résolution de problèmes. Dit autrement, je vous propose de chercher à lever le voile d'ignorance sur ce que vous ne savez pas. Conscientiser son incompétence inconsciente est la première des étapes pour identifier des marges de progression absolument incroyables. Ça vous permet de désapprendre vos croyances sans toucher à votre identité. C'est pas parce que vous découvrez que vous savez peu sur un sujet et que vous ne l'aviez pas détecté, ça ne fait pas que vous êtes mauvais. C'est la fameuse pervasivité, pervasive, le caractère pervasif des 3 P. C'est pas parce que une goutte d'encre touche une éponge que toute l'éponge change de nature en se colorant en bleu. Elle reste une éponge, quand bien même elle devient bleue. Voilà. Désapprenez euh, ce que vous croyez savoir. Ceci passe par la confrontation de notre compréhension à un problème, à des problèmes et au contexte dans lequel il s'exprime. Ça passe aussi par la confrontation de ce qui se joue dans les relations, y compris conflictuelles. Confrontation de la compréhension de mes équipes et des parties prenantes qui m'entourent. Ce sera la première et la meilleure des façons probablement de mieux se former. En fait, en allumant la boucle de formation, non pas sur ce que vous savez pertinemment que vous ne savez pas, mais en découvrant des angles morts qu'on aura pu faire émerger en face de vous, mais que vous pouvez très bien les faire émerger dans vos équipes, avec vos clients, vos partenaires et bien d'autres. Voilà, désapprendre pour se former beaucoup mieux. Je ne sais pas si ça vous fait réagir et si vous avez des questions. Merci Patrice pour cette magnifique chronique. Je vais, avant d'intervenir moi-même, parce que le sujet est vaste, est-ce que quelqu'un aimerait intervenir sur poser une question à Patrice? Moi, j'ai une question, Patrice. Dis-moi. Quand tu as un client face de toi qui n'est pas conscient
qu'il ne sait pas parce qu'il ne le sait pas lui-même que cette notion que tu viens de le dire. Comment est-ce que tu l'amènes à prendre conscience de cela? Alors, le premier truc, c'est que je vais lui poser plein de questions pour m'assurer que je me trompe pas moi-même sur son ignorance. La deuxième chose, c'est que si je présente l'angle mort à mon client trop brutalement, la réaction va être une réaction de rejet. On revient au conflit rationnel. Si jamais je présente un angle mort, il ne faut pas que la personne ait l'impression que je la mette en difficulté, que je touche à son identité. Donc souvent, par mes questions, je vais chercher à leur faire exprimer qu'ils ont un angle mort. Et une fois qu'ils auront réussi à exprimer l'angle mort, là, on va aller taper la balle, et parfois très durement. Mais je suis obligé de passer par le fait qu'eux-mêmes doivent toucher l'angle mort en question. Si on leur projette trop vite l'angle mort, c'est assez violent, c'est assez brutal et il y aurait une tentation de rejet. En tout cas, mon expérience, c'est qu'il y aurait une tentation de rejet du style, oui, Patrice, t'es bien gentil, tu ne connais pas ma boîte, tu ne connais pas mon secteur, tu ne connais pas mes équipes, tu ne connais pas tel client, telle partie prenante. Alors que s'ils arrivent à faire émerger que, merde, là, il y a un truc que je ne sais pas, on peut se mettre à jouer. Voilà les trois étapes que je tends à prendre. Mhm. Questionner pour m'assurer que je ne me plante pas, faire émerger l'angle mort, mais par la bouche du client, pour ensuite aller taper la balle très durement parfois sur ce qu'il a ignoré jusqu'à maintenant. Et pour ouvrir une parenthèse sur la manière dont on interagit avec nos clients, hein, nous sommes des conseillers de confiance en contact quotidien avec des entrepreneurs, hein. Et selon nous, l'entrepreneur est la seule personne pouvant prendre la décision enfin, c'est la fameuse maîtrise de sa destinée, hein. Donc, on ne peut pas aller en frontal avec la personne, effectivement, sous peine de rejet de nos solutions. Donc, on est obligé de travailler avec lui pour lui faire émerger les causes premières, les causes profondes, et ensuite le mettre sur la piste, lui donner un cadre et le mettre sur la piste des solutions. Euh, je, je suis comme Patrice, on ne peut pas être en frontal en disant la solution que tu dois appliquer est celle-ci, hein, parce que la démarche n'est pas bonne. Donc on doit à chaque fois travailler, faire en sorte, ça peut prendre, enfin même si on pense avoir la bonne solution, ça peut prendre plusieurs mois pour aligner le client sur l'endroit où on désire le mener. Et c'est tout l'intérêt du travail dans la durée avec un entrepreneur, c'est que petit à petit la confiance s'installe et qu'il arrive à un moment où on accélère considérablement ces étapes-là. Considérablement au point de parfois se retrouver confronté à la réaction suivante qui est tu es en train de me dire que j'ai un angle mort ou tu es en train de me dire que j'ai raté ça ou tu es en train de me dire que alors qu'on était en train de tester, de naviguer autour du sujet et parfois ils vont plus vite que nous la solution. Et la deuxième étape de la confiance, et là le travail devient extrêmement agréable, c'est que la sécurité est telle, je reviens à la notion de sécurité psychologique, la sécurité est telle qu'il n'y a pas vraiment de conflit relationnel, il n'y a pas de place pour le conflit relationnel avec le client qu'on accompagne, et parfois il nous demande si nous ne voyons pas un angle mort. Et le moment où vous atteignez cette qualité d'interaction avec votre client, plutôt notre client atteint ce niveau de qualité d'interaction avec nous, mais en fait les bons sont des bons de géants, vraiment, vraiment des bons de géants. Merci beaucoup, Patrice. Et à nouveau, une chronique très complète. Quand tu étais en train de passer les slides, je me disais, ah, tiens, je vois des parallèles avec le TPS, avec la théorie des contraintes, Alors, et des choses un peu plus psychologiques, etc. Et la boucle est bouclée, tu as rebondi à chaque fois sur les sujets. et je me suis retenu de vous en mettre plus. Objectivement, j'aime bien les approches systémiques. J'ai envie de dire chez Melsion, on aime bien les approches systémiques, sous-entendu décaler la focale, faire monter l'hélicoptère, décaler la focale pour voir plus large. Et voyant plus large, on voit des effets entre différentes parties du système. Fondamentalement, j'adore ça. Ça devient un travers, probablement, ou une compétence, je ne sais pas lequel des deux. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les logiques de système font écho les unes aux autres, qu'on le veuille ou non. Non pas qu'elles se recoupent, mais dès lors qu'on fait l'effort d'élargir le système, il y a plein de choses qui se manifestent. Oui, j'aurais pu parler de théorie des contraintes. Enfin, j'ai très brièvement évoqué la TOC. J'aurais pu parler de TPS. Je me suis retenu de parler plus de Kahneman. J'aurais pu parler
des approches de Palo Je te Alto. rassure, tu as fait les parallèles et les liens Voilà. Et on pourrait en faire au beaucoup moment d'autres. Il y en donné. a que j'ai Oui, bien retenu. sûr. Mais allez voir du côté de Palo Alto. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'école de Palo Alto que j'ai pas noté, évoquées ici sur des changements de niveau 1, des changements de niveau 2. Il y a des boucles d'apprentissage de systémie. Oui, fondamentalement, ce que je dis va taper plein d'autres choses. Et peut-être comme conclusion à tout ça, à moins qu'il y ait encore d'autres réactions, vous savez que de notre côté, on est convaincu que la formation apporte énormément d'avantages dans les entreprises de nos clients et même au travers de notre communauté. Donc, c'est vraiment très important de continuer à former vos équipes. Et comme l'a dit Patrice, un angle intéressant, c'est d'essayer de trouver ce qu'on ne sait pas. Et là, effectivement, les courbes d'apprentissage sont bien plus élevées et ça permet aux équipes de faire des bons en avant. D'une part parce que c'est eux qui ont mis le doigt sur le sujet et d'autre part parce qu'ils se l'approprient et ils montent en compétences. Donc, bien évidemment, à continuer dans votre quotidien. Si vous le permettez, et vous pourrez le couper au montage, je voudrais vous donner deux exemples concrets de cette approche et de cette difficulté de je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et je trouve que Patrice aurait probablement intérêt à rebondir ou à hum, euh, faire d'autres chroniques sur le sujet. Parce que la difficulté est immense et en effet les bons sont importants. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, euh, donc moi je travaille pour un fonds d'investissement et une entreprise dans laquelle on investit est une entreprise qui fabrique du matériel pour la défense. J'ai moi-même un passé militaire et j'étais très surpris de la difficulté de l'armée russe en Ukraine alors que pendant des dizaines d'années, ça a été le monstre qui faisait trembler toute l'Europe. Comment se fait-il qu'une telle puissance n'arrive pas à circonvenir une petite région d'Ukraine? Donc ça a été un sujet de discussion depuis 2022, donc avec mon entourage militaire et les dirigeants de cette entreprise. Mais pourquoi? Mais comment se fait-il? Et on a mis longtemps à comprendre jusqu'à l'illumination de je ne sais pas ce que je ne sais pas, qui était les drones ont complètement changé les tactiques militaires. Et donc, tout ce qu'on avait appris et tout ce qu'on faisait, alors pas tout, j'exagère, mais changeait complètement la manière de faire. C'est-à-dire qu'on était passé d'une industrialisation et d'une mécanisation de de la violence à des opérations chirurgicales où les fantassins prenaient une valeur immense, il fallait absolument les protéger, et donc le, l'avancée du conflit se faisait point par point. Donc c'est un changement énorme. Je ne sais pas que je ne sais pas, comme vous le dites, chacun a changé beaucoup de choses. De savoir ceci, bien sûr, ça a changé l'organisation de l'entreprise, les produits qu'elle a fait, etc. Deuxième élément, c'est une conversation, deuxième exemple concret qui va peut-être pouvoir aider nos interlocuteurs. C'est une conversation que j'ai eue par hasard avec un conseiller il y a quelques mois, où dans mon domaine, donc ça fait plusieurs dizaines d'années que j'opère, et je suis constamment en train de chercher des nouveaux produits, des nouveaux talents, des nouvelles manières de faire, et en pensant que mes concurrents sont meilleurs que nous parce que certains font des meilleures performances financières. Et puis, jusqu'à cette conversation où l'un d'entre eux a dit, mais pas du tout, ils font pas de meilleures performances parce que sur la durée, personne peut faire mieux que le marché. Bon, à part peut-être Berkshire Hathaway de cet Américain là qui vient de prendre sa retraite, mais on Buffett. est global. Merci, oui. On est Warren Buffett. On est globalement sur la même tendance, à peu de choses près, et on n'est pas deux fois, cinq fois meilleur que nos concurrents. Non, ce qui change, c'est la confiance que peuvent avoir les clients dans mon monde de l'investissement, dans ce qu'on fait, parce que bien sûr, chacun fait de son mieux, et quand on est honnête, etc. Ça agit, et moi je ne savais pas, que je ne savais pas cet aspect-là,
Et ça agit en effet comme un révélateur où ça a complètement changé la manière dont on a abordé la- l'organisation de l'entreprise et les perspectives de futur. Donc c'est deux petits exemples que je voulais vous donner concrets sur le- l'immense difficulté de découvrir je ne sais pas que je ne sais pas et les bénéfices qu'on peut en trouver. Merci Frédéric. Alors du coup, oui, et je vais repartir sur Kahneman. Je vous avais donné l'exemple de l'ours brun et du grizzly, c'est vraiment ça. La tentation face à une situation similaire à celle qu'on a déjà connue, c'est de s'appuyer sur les points qui nous semblent familiers. Le problème, c'est que nous sommes plus attentifs aux points familiers souvent qu'aux points qui ont bougé. En cas de similarité, hein, je ne parle pas de situation radicalement nouvelle. Quand il y a une similarité, et ton exemple de la guerre est intéressant. Euh, on était passé à un mode où l'infanterie s'est annexe et il faut protéger les gros systèmes. Euh, et c'est très très long de sortir et de voir ce qui est différent, y compris quand les choses bougent. Et le drame de Kahneman, c'est que il nous fait réaliser, enfin le drame grâce à Kahneman, c'est qu'on réalise qu'on est trop sensible aux similarités. C'était mon exemple de l'ours brun et de l'ours du grizzly. Et à chaque fois, je me plante. Il y en a un qui est charognard et l'autre qui ne mange que de la, enfin qui est un chasseur en fait. Et donc ne vous trompez pas de comportement. Si on vous a dit qu'un ours court plus vite que vous, et ce que moi j'avais retenu jusqu'à maintenant, donc cherchez pas à partir en courant, ça peut l'exciter. euh, Ça donne le tropisme de base pour agir face à un ours. Oui, mais il y a des charognards. Je sais plus lequel des deux. Face à un charognard, pardon. Oui, mais il y a des charognards qui n'aiment pas courir. Ou que et donc, soit vous partez en courant, mais ils courent plus vite, mais surtout, ils n'aiment pas la viande vive. Résultat, montrer que vous êtes vivant, ça va un peu l'inquiéter, il préfère aller bouffer de la nourriture morte. Voilà. Dans une situation, plutôt chercher les dissemblances que les similarités. Et notre cerveau, malheureusement, préfère les similarités parce que ça permet d'aller plus vite, le système. Et c'est très important régulièrement de s'asseoir avec quelqu'un. En effectuation, on parle d'intersubjectivité, de s'asseoir avec quelqu'un pour creuser à plusieurs le sujet, pour justement être sensible aux nuances, sensible aux divergences. C'est long, c'est compliqué, c'est coûteux, système de Kahneman. Mais paradoxalement, c'est ça qui permet de faire face au nouveau, au décalé, au peu familier qui se planque sous de la familiarité. Merci pour les exemples critères. Pardon, Frédéric, merci pour les exemples. C'est vraiment, c'est la meilleure façon d'en parler. Exactement. Et pour ceux qui me fréquentent un petit peu, vous savez qu'une de mes phrases favorites est les bonnes pratiques sont l'opposé du bon sens. Donc souvent, en s'asseyant et en discutant, en reprenant un angle un petit peu différent, en s'écartant des bonnes pratiques, on arrive souvent à mettre un peu de bon sens dans nos idées, dans nos systèmes pour les améliorer.